s'il vous plaît. Merci Madame Al-Hab. Merci pour votre invitation pour participer à cette. J'ai compris que c'était le premier congrès de l'association franco-méditerranéenne, en espérant une longue vie à cette association et comme vous l'avez dit, beaucoup d'échanges entre nous. Donc, merci aussi de nous donner l'occasion de faire le point sur les répercussions de cette pandémie sur notre activité. Je ne vais pas vous donner l'objectif en fait de cette présentation est de vous décrire les répercussions de la pandémie Covid-19 sur la prise en charge essentiellement des malades non Covid. Mais ce ne sera pas une revue exhaustive parce que vous pensez bien que nous n'avons pas eu le temps de tout réunir, mais des éléments quand même qui permettent d'apporter certaines réflexions. Alors tout d'abord, le service de pneumologie du CHU Mustapha est un service qui comporte 2 unités d'hospitalisation avec une unité d'hôpital de jour, une d'exploration et un service de la tuberculose et des maladies respiratoires qui est dédié essentiellement à la consultation, c'est-à-dire à la prise en charge et au diagnostic et au traitement de la tuberculose, à la prise en charge des maladies respiratoires chroniques, essentiellement l'asthme, BPCO, dilatation de bronches, pathologie interstitielle et tabacologie. Donc, notre hôpital de jour est une unité qui est orientée essentiellement vers la prise en charge de la néoplasie bronchique, puisque nous travaillons en collaboration directe avec les services concernés par la néoplasie, à savoir le service d'anapathe du CHU Mustapha, le service de chirurgie générale, thoracique, pardon, et également le service d'imagerie médicale du CHU Mustapha et le service d'oncologie médicale du centre Pierre et Marie Curie qui est voisin de notre hôpital. Donc ça, c'est pour vous donner le groupe qui constitue la RCP d'oncologie centre, d'Alger Centre, et nous assurons donc également le suivi. Et par ailleurs, nous prenons en charge toutes les localisations secondaires, essentiellement pleurales. Nous assurons tout le suivi avec la prise en charge des ponctions pleurales, etc. Donc ça, c'était avant mars 2020. C'était, j'allais dire, on va dire, c'était presque un long fleuve tranquille puisqu'on était bien dans nos sabots. On était dans la BPCO, le cancer, l'asthme. On était bien gentiment installés. Donc, on faisait ça. Et puis, est survenu, donc, en janvier-février 2020, nous avons eu quand même des hospitalisations. On a eu au moins 76 hospitalisations, des consultations en urgence, des malades qui sont venus en hôpital de jour et même des enregistrements sommeil durant les 2 mois avec des consultations, etc. Ça, c'était juste avant la pandémie. Et puis, depuis mars 2020, tout a changé. Nous sommes rentrés dans Covid. C'est-à-dire que pour nous, essentiellement, donc pour notre CHU, je vous ai mis là sur la slide le parcours de soins du malade Covid-19 qui a été élaboré par la cellule de veille donc, du CHU Mustapha, où nous avons en fait adapté les instructions ministérielles à l'organisation de notre CHU, avec essentiellement au départ en utilisant nos moyens, c'est-à-dire notre service d'imagerie, le service de biologie et de biochimie, le service de microbiologie, les services d'hospitalisation. Au départ, donc, au début de la pandémie, en mars, les malades étaient essentiellement hospitalisés. Puis ensuite, on a changé de fusil d'épaule à partir du mois fin avril. Les malades étaient pris en charge en ambulatoire avec le traitement, etc. Seules les formes modérées à sévères étaient hospitalisées, soit en secteur médical, soit en secteur de réanimation. Le protocole adopté en Algérie est le protocole hydroxychloroquine azithromycine. Les malades qui étaient mis en ambulatoire, c'est-à-dire avec une atteinte au scanner de moins de 10% ou moins de 25%, étaient contrôlés ensuite à titre ambulatoire et avec même un contrôle téléphonique. Pour les formes, disons, post-symptomatiques, les recommandations, c'était de rentrer à la maison et on leur donnait les directives à appliquer pour les mesures barrières, etc. Mais évidemment, c'était Covid pour le service de pneumologie, mais notre souci au service de pneumologie, c'était que faire de la consultation des malades tuberculeux et des malades respiratoires chroniques, et puis aussi nos malades de l'hôpital de jour qui étaient déjà en exploration et les urgences qui venaient de façon spontanée. Donc, pour ce qui est de l'hospitalisation conventionnelle, vous l'avez compris, à partir de mars, nous n'avons fait que du Covid en hospitalisation conventionnelle. Nous avons eu 369 admissions, dont 27 décès.
Les 27 décès sont essentiellement des sujets âgés de plus de 50 ans, avec une ou plusieurs comorbidités. Seuls 4 malades n'avaient pas de comorbidité, mais c'était lié plutôt à une atteinte étendue, avec une atteinte donc sévère. Les autres malades non Covid, que sont-ils devenus? Et en fait, c'était que devenaient nos autres activités, cancer, tuberculeux, maladies respiratoires chroniques, etc. Donc, nous avons, pour analyser cet aspect-là, nous avons fait une petite analyse, une petite étude pour comparer la demande en hospitalisation durant 2 périodes, c'est-à-dire celle qui va du 1er mars 2019 au 1er septembre 2019, et on l'a comparée à la période 1er mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2020. Évidemment, pour l'année 2019, essentiellement, nous avons eu des admissions, donc au moins 150 patients qui ont été admis, essentiellement de la néoplasie, des épanchements pleuraux, de la tuberculose, des pneumothorax, etc. Et la durée moyenne de séjour était de 15 jours. En hôpital de jour également. Ensuite, maintenant, à partir du 1er mars 2020, en hospitalisation conventionnelle, pour la même période, nous n'avons eu que du Covid qui a été hospitalisé, avec une durée moyenne de 10 jours, et nous avons admis 72 patients en hôpital de jour, c'est-à-dire qui n'étaient pas des Covid, mais qui venaient quand même pour consulter. C'était essentiellement donc des néoplasies, des épanchements pleuraux d'origine infectieuse, soit tuberculeuse ou bien néoplasique. Il faut savoir que le premier mois, mars-avril, en fait, on était dans une espèce de sidération. Les malades ne venaient plus. Les malades ne venaient plus. Non, Covid, ils ne venaient plus. Même quand on les appelait, ils disaient non, non, on a peur, on ne peut pas venir. Même ceux qui étaient dans le pipe en cours d'exploration. Donc, et puis même nous, il a fallu organiser quand même la sécurité de ces patients et notre sécurité. Ensuite, donc ça, c'était pour les malades, pour l'hospitalisation. Pour ce qui est de la tuberculose et des maladies respiratoires chroniques, pour ce qui est de la tuberculose, au niveau de l'unité de la tuberculose, nous avons eu 2149 patients qui ont consulté au cours de l'année symptomatique. Un patient symptomatique dans un dispensaire de la tuberculose est un patient qui vient pour un symptôme de grippe ou de bronchite ou de pneumonie, etc., qui viennent de façon spontanée, c'est-à-dire ce n'est pas une consultation programmée. Et parmi ces patients, en fait, on repère nos futurs tuberculeux. C'est là qu'on pêche nos tuberculeux. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez là les trois trimestres. Et vous voyez bien que pour le premier trimestre, on a fonctionné à peu près normalement. Puis après, il y a eu une chute drastique des consultations où on est passé de, vous voyez, 1200 malades, 1200 symptomatiques le premier trimestre. On est descendu à moins de 200 au cours des autres trimestres. C'est pour vous dire en fait qu'il y a eu un impact quand même important. Il y a eu quand même 943 bacilloscopies qui ont été faites en considérant qu'il faut à peu près 3 bacilloscopies par patient. Hein, donc, ça fait à peu près 300 patients suspects. Parce qu'il faut savoir que on a à peu près 10% de suspects. Donc, on a fait les bacilloscopies ont quand même été faites parce que le personnel de l'unité de contrôle a continué à fonctionner. Nous avons eu au cours de cette année 2019 nos 68 malades tuberculeux dans 37 tuberculoses pulmonaires. Ils ont bénéficié de consultations de contrôle parce que c'était le souci de l'équipe. Et je dois saluer le rôle des infirmiers qui ont été très, très à cheval pour appeler les patients et vérifier que les patients prenaient leur traitement. Vous savez que l'observance est très importante dans la tuberculose et je les remercie pour cela. Donc, il y a eu 299 consultations de contrôle. Il n'y a pas eu de perdu de vue. Nous avions donc 3 malades multirésistants qui étaient sous traitement, un qui est guéri, c'est-à-dire qui avait commencé son traitement avant le Covid, et puis qui est guéri il y a à peu près 4 mois, donc on l'a déclaré guéri. Une patiente, nous l'avons recrutée au cours de la pandémie. Elle nous a été adressée au cours de la pandémie. Elle est actuellement au 5e mois de traitement. Et puis, un malade perdu de vue, mais en fait, on l'avait perdu de vue avant la pandémie et nous ne cessons pas de l'appeler. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la tuberculose. Globalement, nous avons été rassurés parce que nous n'avons pas perdu nos malades. Pour les maladies respiratoires chroniques, là, c'est la même chose. Hein. C'est pas S4, S3, c'est
trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4. Donc, vous voyez là également que les consultations étaient très importantes au trimestre 1 et puis après, elles ont diminué. Et ensuite, le dernier trimestre est en train de reprendre parce que, vous le savez, avec la période de l'automne, etc., il y a la vaccination antigrippale à faire. Donc, il y a des patients qui reviennent quand même pour cela et qui se sont inquiétés. Pour ce qui est de la répartition en fonction des pathologies, donc vous voyez que, comme vous l'avez vu dans la slide précédente, les maladies respiratoires chroniques, il y a eu une chute également. Les asthmatiques constituent la population la plus importante de notre population de malades chroniques. Et donc, toutes les catégories, ça a baissé. C'est-à-dire que pour les 4 trimestres, il y a une baisse drastique des consultations de ces patients. Alors, on s'est inquiété pour savoir ce que devenaient nos asthmatiques et nous avons fait une enquête téléphonique. Après, comme on a vu qu'il y avait, je vous dirais qu'il y avait 0 consultation au départ des asthmatiques, BPCO, etc. Donc, on a appelé les patients au mois de juin. On les a appelés. Ce sont nos résidents qui se sont chargés de faire ça. Je les en remercie. Ils les ont appelés et on a pu avoir 82 asthmatiques, d'âge moyen 55 ans, et qui avaient tous un traitement de fond. C'est-à-dire déjà, on avait vérifié dans les dossiers, ils avaient le traitement qu'il fallait. On leur a demandé quelle était la qualité de leur observance. Donc, 71 patients continuaient à prendre régulièrement leur traitement et 11 ont arrêté leur traitement, aucune prise du traitement. On leur a quand même, il y a eu 36 patients sur 82 patients qui ont eu le courage de venir. Il faut savoir que notre dispensaire, en fait, draine les personnes qui sont dans le secteur géographique. Donc, pour les tuberculeux, il est tout à fait normal qu'on n'ait pas eu de perte de vue, heureusement pour nous. Pour les asthmatiques également, pour les autres malades respiratoires, nous travaillons selon un mode de sectorisation. Donc, normalement, nos patients auraient dû venir, mais bon, il y a la méfiance. Alors, on a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas venus au rendez-vous ? Alors, il y avait la possibilité de se procurer les médicaments en officine dans 58% des cas parce que dès le début de la pandémie, la Caisse de sécurité sociale, il y a eu un accord pour dire aux pharmaciens de renouveler systématiquement les ordonnances des malades chroniques. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de renouveler l'ordonnance puisque chaque malade est identifié dans une pharmacie, donc il va avec sa carte de sécurité sociale et le traitement a été renouvelé de façon systématique, ce qui a été très positif pour nous. Il y a la crainte des dans 49% des cas, l'absence de moyens de transport quand même s'ils n'étaient pas très loin, peut-être que le bus n'était pas disponible. Certains avaient un stock de médicaments, d'autres se sont procurés des médicaments auprès d'un proche. Le recours aux urgences, ça aussi, ça nous intéressait pour savoir, parce que vous savez qu'aller aux urgences pour un chronique, c'est le signe d'une prise en charge, disons, qui n'est pas très efficace. Donc, nous avons eu quand même 5 patients qui sont allés aux urgences. C'était parmi les plus sévères. Il faut savoir que dans cette cohorte de patients, la majorité des patients ont des asthmes modérés. Nous avons ensuite administré le questionnaire l'ACT pour tester le contrôle de l'asthme. Ce sont des questions essentiellement. Donc, nous avons eu 62 patients sur 80, soit 78% qui étaient contrôlés, donc qui étaient bien. 14 qui étaient partiellement contrôlés et 3 qui étaient non contrôlés du tout. Donc ceux-là, les 14 et les 3, on leur a demandé de passer, on a insisté pour qu'ils reviennent à la consultation et qu'ils soient suivis. Et bien qu'on sache aussi, les pneumologues le savent, souvent les patients, ils disent qu'ils sont contrôlés, mais on a besoin aussi de vérifier. Mais disons que globalement, ils étaient contrôlés. Et puis nous avons maintenant une nouvelle catégorie de patients qui sont les post-Covid ou le long Covid. C'est tous les patients en fait qui ont expérimenté, qui ont vécu le Covid, qui ont eu le Covid. Je n'arrive pas à dire le ou la. Hein. Apparemment, on dit là, mais je crois que ne vous inquiétez pas, on est tous à dire le systématiquement. Parce que c'est facile. On va dire le parce que si on dit là, on va dire comme la féminin, il y en a marre. Voilà. Alors, pour ce qui est de la nouvelle catégorie, nous avons mis en place la consultation post-Covid depuis début mai, depuis le 3 mai 2020. On a aménagé des espaces au niveau du service de pneumologie. On reçoit les patients hospitalisés, c'est-à-dire des autres services qui viennent après l'hospitalisation et également,
puisque je vous ai dit, quand je vous ai présenté le parcours de soins du patient, qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient pris en charge en ambulatoire. Donc, tous les patients qui étaient diagnostiqués en ambulatoire bénéficiaient d'un premier contrôle à la consultation, disons, à la grande consultation Covid. Ils ont aménagé un post-Covid 1. Et ensuite, nous faisons un post-Covid 2, disons, à 30 jours. Donc, nous arrivons quand même à peu près à 3500 consultations. Nous faisons essentiellement une évaluation clinique, une évaluation également sur le plan TDM pour les plus sévères. Et nous avançons doucement avec le service d'imagerie. Il y a également certains patients qui ont nécessité parfois une réadmission. Et disons que globalement, la majorité des patients sont restés en ambulatoire. Voilà pour ce qui est de… En conclusion, donc, je crois que… Merci encore une fois de nous avoir permis de faire le point sur cette activité non-Covid. En cas de catastrophe sanitaire, en fait, il est impératif de réorganiser les activités. Je crois que dans tout, à l'avenir, nous aurons tous un plan B en cas de catastrophe maintenant. Je crois que tous, on doit l'avoir, un plan, comment se réorganiser, comment retravailler, comment réorienter ses activités, parce qu'il y a eu en même temps à assurer la sécurité du personnel, etc. Donc, tout ça a été pris en compte. Et comme partout dans le monde, en fait, les patients ont retardé le recours. Évidemment, nous sommes en train de faire le point des patients atteints de néoplasie. Et là aussi, je pense que nous avons également… je dirais, des patients qui ont payé les pots cassés de cette catastrophe sanitaire. Enfin, vous me permettez de remercier mon équipe, merci à l'ensemble de l'équipe, et disons très, très exemplaire dès le départ. Les résidents, tous les résidents, ils savent que, bon, je ne dirai pas leur nom, mais je voudrais… disons, faire un salut exceptionnel à l'équipe paramédicale et à leur tête, le coordinateur, M. Kihel, qui a été, disons, dès le départ, très, très, très à cheval avec Ben Khedda, Ben Ali, avec Mme Djebani, avec M. Babassi, sans oublier Mustafa, Abdallah, etc. Tous, il y a beaucoup de noms, hein, là j'ai mis que quelques-uns. En tout cas, je les remercie très sincèrement parce qu'ils ont été à la hauteur et j'espère qu'on n'aura pas à vivre un troisième scénario. Voilà, même si ça risque de venir, mais on espère toujours. Je vous remercie.